Dans l'histoire du cinéma burkinabé, certaines personnalités ont ouvert des voies que beaucoup empruntent aujourd'hui. Alors, notre invité fait partie de ces pionniers qui ont brisé les barrières et inscrit leur nom en or dans le patrimoine culturel national et africain. Première femme réalisatrice du cinéma au Burkina Faso, première et unique femme à avoir dirigé la cinématographie nationale, première présidente du conseil d'administration du FESPACO, première directrice du marché international du cinéma africain et j'en passe. Son parcours est celui d'une femme visionnaire qui a consacré sa vie au développement du cinéma burkinabé. Qui est cette femme? Quel combat a-t-elle mené pour faire rayonner le 7e art au Burkina Faso et sur le continent? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro de votre émission Ils ont marqué l'histoire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Alors bonsoir Madame Ouédraogo. Bonsoir Madame. Et... Bonsoir Mademoiselle. Qui es-tu là? Moi c'est Mademoiselle. Alors bienvenue dans notre émission Ils ont marqué l'histoire. Merci. Alors, Madame Ouédraogo, avant de parler du 7e art, nous allons d'abord parler de vous en tant que jeune fille. Qui était Madame Ouédraogo avant le cinéma? Parler de moi en tant que jeune fille ou en tant que Madame Ouédraogo? Bon, en tant que jeune fille. Avant Madame Ouédraogo, il y a une petite fille. Aminata Bakayogo. Voilà, nous allons parler de Aminata Bakayogo avant Madame Ouédraogo. Ok. Mais disons que je suis le troisième enfant d'une fratrie de 17 enfants. Mon père a eu donc 17 enfants. Moi, je suis la troisième. J'ai eu un grand frère, une grande sœur, moi, et puis voilà, les autres ont suivi. On a tous et toutes eu la chance d'aller à l'école. Et j'ai eu une enfance heureuse, une enfance agréable, dans une famille paisible, avec une maman douce. Je préfère utiliser le mot douce. Ma maman était très douce, très calme, elle ne parlait pas. Et elle, c'était la carotte. Et le papa, c'était le bâton. Lui, il était le plus sévère. Et donc, les deux se complétaient. Donc, pour notre éducation, ils nous ont inculqué des valeurs de respect, de politesse, d'honnêteté, de travailleur, d'intégrité. Et tout ce qui fait d'un bon homme ou d'une bonne femme dans la société, parce que nous aussi, nous allons passer le flambeau à nos enfants. Et le papa était très strict pour ça. Pour lui, la famille d'abord et l'unité des enfants. Et dans notre famille, on ne s'insultait pas. On ne s'insultait pas. Ce n'est pas que les enfants ne font pas d'histoire, mais le cadet respecte toujours l'aîné. Et nous avons été éduqués en ce sens que lorsque on finit de manger, par exemple, ma grand-mère paternelle vivait avec nous. Quand on finit de manger, lorsqu'on se lève, on va dire merci à la grand-mère, merci au papa, merci à la maman en ce qui me concerne, donc merci à mon grand frère et merci à ma grande sœur. Et les autres qui viennent font la même chose, chacun s'arrête à son aîné direct et ainsi de suite. Par exemple, pour manger, tu attrapes le plat pour que la grande personne lave ses mains. Et tu le fais pour tous ceux qui sont plus âgés que toi. Et pour manger, tu mets ta main comme ça sur le plat par respect pour les aînés et par respect pour le repas que tu vas partager. Donc, enfance joyeuse, heureuse. J'ai fait donc mon secondaire au collège Sainte-Thérèse de Banfora. Je suis revenue, après la seconde, je suis revenue faire la première, de la seconde à la terminale à Bobo pour un premier bac qui n'a pas marché. Je suis venue faire le deuxième bac à Ouaga. Et puis je suis restée université, mariage, boulot et tout ça. Mais j'étais très très turbulente. Très 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 turbulente.
très, très bagarreuse. Et ma maman, je peux dire aujourd'hui, paix à son âme, en souffrait parce que c'était le défilé des mamans à la descente de l'école pour venir la voir. Oui, elle m'y a frappé mon enfant, elle m'y a fait ceci, elle m'a fait cela. Donc voilà ce que je peux dire donc de mon enfance. D'accord. Alors à présent, nous parlons de Madame Ouédraogo. Et nous allons plus parler également du FESPACO. Ok. Alors comment est-ce que d'où est venue la passion pour le cinéma? Alors, à notre temps, quand tu passais le bac, c'est l'État qui t'orientait. Ton choix n'était pas toujours celui qui était respecté ou accepté. Moi, de toutes les matières de l'école que je n'aimais pas, c'était la géographie. Pourquoi? Je ne sais pas dessiner, je n'aime pas dessiner, mais j'étais obligée de le faire. Oui. Or, en géographie, en tout cas à notre temps, il y avait trop de dessins. Okay. Les cartes, les cours d'eau, les plans, les ceci ou les cela. Franchement, je n'aimais pas à cause de ça. Mais les leçons, oui. Mais à cause de ces dessins-là, je n'aimais pas la géographie. Et malheureusement, moi qui voulais faire du droit, j'ai été orientée en géographie. Catastrophe. Bon, j'ai essayé de changer, je n'ai pas pu. Et Dieu faisant les choses, l'INAFEC avait ouvert une année avant. Et donc, à la rentrée, avant la fin du premier trimestre, on a lancé le test de recrutement à l'INAFEC. Oui. L'INAFEC, c'était l'Institut africain d'éducation cinématographique. Et le cinéma, je me suis rappelé que mon papa était quand même un cinéphile. Il lui arrivait, quand on était petit, de nous amener à Bobo, parce que je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo. Il lui arrivait de nous amener au cinéma ou au terrain, parce qu'il était un très grand sportif. Il fait partie des membres fondateurs de la SFB, l'association des fonctionnaires de Bobo. Oui. Voilà. Donc, d'ailleurs, une parenthèse pour dire que le jour où on bat son équipe, tout le monde se terre à la maison parce que sinon, ben voilà. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et puis, je me suis dit, mais le cinéma, ça c'est l'affaire des hommes. J'ai dit, mais moi, je vais aller faire le cinéma. Comme ça, pour échapper en tout cas à la géographie, j'ai dit, moi, je vais aller là-bas. Et c'est ainsi que j'ai passé le test, j'ai été admise, et puis ben, voilà, c'est parti. Et j'ai découvert un univers qui m'a plu parce que tu regardes un film, mais tu ne sais pas comment il est fait, comment il est fabriqué. Le fait de connaître ça, ça te donne un autre regard, une autre appréciation, une autre lecture donc, du film. Et je sais qu'on nous disait que un bon acteur, c'est celui qui fait vibrer le téléspectateur. C'est-à-dire, il te fait rentrer dans une colère noire de par le rôle qu'il joue, ou alors dans une joie. Tout ça, de passer, dès que la personne a su incarner le rôle, elle s'est mise dans la peau et elle rend ce qu'on lui demande à travers le scénario. Donc, moi, je me suis intéressée à cela. En même temps, l'INAFEC, c'était deux options. Okay. Cinéma et journalisme. Moi, j'avais un pied dans les deux. Et la petite histoire, c'est que nous, quand on nous formait à l'UNAFEC, les professeurs ne voulaient pas refuser qu'on dise que nous sommes des journalistes. Ils disaient que nous sommes des communicateurs. Parce que c'était journalisme et cinéma, c'était des communicateurs. Mais c'était un peu une guerre d'école entre même les enseignants. Oui. Parce que j'ai fait telle université, voilà. On a subi ça, en fait. Et donc, parce que pour dire, c'est comme s'ils avaient honte ou qu'ils refusaient que nous soyons des journalistes comme eux. En même temps, ce qu'ils oublient, c'est que si vous avez honte que nous, on se dit journaliste parce que vous nous avez formés, on était formés à Ouaga, on ne respectait que, on appréciait que ceux qui sont allés ailleurs. C'était une tendance à l'époque. On appréciait les formations de l'extérieur au détriment de ce qui se passe à l'extérieur. Et la petite histoire, c'est que
ceux qui sont allés au CESTI de Dakar pour aller faire journalisme, ils faisaient 2 ans. Nous, à l'INAFEC, nous faisions 3 ans. 3 ans. Mais quand il fallait rentrer dans la fonction publique, on les classait plus que nous. On les mettait en A1, nous on nous mettait en A2 à l'époque. A3 n'existait pas d'abord. Vous avez fait 3 années. Alors que, voilà. Et bon, on a essayé, les syndicalistes du ministère ont essayé à un moment donné de poser le problème, de mener le combat. Et voilà, c'est la révolution qui est venue à un moment donné essayer de régulariser cette situation-là. Mais sinon, nous avons été un peu les victimes de ceux qui nous ont formés parce que, bon, je me dis qu'ils avaient peut-être honte que, voilà, si vous avez honte, ça veut dire, est-ce que vous étiez à la hauteur? On ne peut pas être à la hauteur puis avoir honte de son produit. Au contraire, on doit être fier. Il faut qu'on apprenne à valoriser en réalité ce qui se passe chez nous. Avec la pratique et avec l'expérience, je me suis dit, peut-être que le mot communicateur sied parce qu'on manie tout. Et le cinéma, et la presse écrite, et la radio, et la télé. On a quand même eu cette capacité pluridisciplinaire là de pouvoir, parce que quand tu sors de l'INAFEC, tu peux aller dans l'un des organes ou l'autre. À l'époque, il y avait une possibilité de faire et le cinéma et le journalisme. Exactement. Alors, et en tant que première femme réalisatrice. Mais pas première, non, on était un certain nombre de femmes. Oui. Qui, voilà. Mais je suis la seule qui suis allée dans le cinéma au niveau des femmes parce qu'on était beaucoup plus. Il y a une qui est allée dans le cinéma, mais elle, c'est Marie-Jeanne Kayala, Madame Aouba. Et elle, c'est le montage. Alors là, je crois que c'est la meilleure monteuse que le pays ait connue. Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous êtes sentie en tant que première femme? Vous avez osé, parce qu'on sait qu'à l'époque, c'était uniquement des hommes, le domaine était reconnu par les hommes. Mais vous avez osé, vous êtes lancé dedans. Est-ce qu'en un moment, vous n'avez pas regretté le choix? Non, je n'ai pas regretté le choix. Je vais vous dire que, honnêtement, c'est vrai que c'est un milieu d'hommes. Peut-être qu'il y en a qui l'auront subi, mais faisant partie de la première promotion nous, c'est la deuxième promotion, mais je veux dire les premiers sortis de l'INAFEC, moi, je n'ai pas vécu ça. Au contraire, il y avait une certaine camaraderie, une certaine amitié, une complémentarité qu'on ne te fait même pas sentir que tu es une femme. Donc, ce que tu veux faire là, tu le fais. On ne t'oblige pas à dire non, ne fais pas ça, mais fais ça. Personnellement, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas connu et j'ai évolué comme un poisson dans l'eau dans ma carrière professionnelle du début à la fin. Et je n'ai pas dit que ça n'existe pas, je n'ai pas dit que certains ne l'ont pas connu. Il y a d'autres problèmes qu'on connaît dedans, mais quant au choix du métier, parce que tu es femme, au contraire, les hommes même sont fiers de travailler, parce que c'est ce qu'il y a dans la tête qui compte. Hein. Ce n'est pas ton physique qui fait la chose. Moi, j'ai pas eu vraiment, j'ai pas eu ce problème. Alors, nous allons parler à présent de votre première réalisation. Racontez-nous un peu dans quelles circonstances que vous avez... Alors, ma première réalisation cinématographique, c'était en 1984. Wow. Lorsque le président Sankara, c'était dans la mouvance du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, le NOMIC. Et pour les besoins de communication et de visibilité de la révolution, il a voulu créer le journal Sidoya. Moi, j'ai manifesté donc le désir de faire un film documentaire sur le NOMIC. Donc, pour parler du concept, pourquoi, comment, jusqu'à la naissance de Sidoya, ce que ça implique et tout pour le Burkina Faso. Donc, voilà dans quel contexte j'ai fait mon premier film. Et comment s'est passée la réalisation? Normal. Vous n'avez pas rencontré des difficultés? Non, puisque c'est financé par l'État. Parce que c'est la direction du cinéma donc, qui a financé le film. Donc, on a le matériel, on a les techniciens. Donc, voilà. Tout était à votre disposition. Tout était à ma disposition. D'accord. Et le deuxième film aussi, c'était en 88. Mais ça a commencé en 87
quand il devait avoir le premier CIAO à la Maison du Peuple. J'ai décidé aussi de faire un film documentaire sur le CIAO. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez appris durant ces tournages-là? Quelles leçons est-ce que vous avez retenues durant ces tournages? Que le cinéma est une œuvre collective et qu'il suffit qu'un maillon de la chaîne soit défectueuse pour que ça se ressente sur le produit fini. C'est pas parce que tu es réalisateur que tu es cadreur, que tu es sondier, que tu es perchman, que tu es... Voilà, chacun a son rôle. C'est une industrie. Et quand on comprend ça, on doit savoir que c'est le respect qui doit régner. Personne n'est supérieur à l'autre. C'est vrai, tu es le réalisateur, peut-être tu as écrit ton scénario. En son temps, c'était ça. Hein? C'est toi qui écrivais ton scénario, qui faisais le découpage et tout. Mais tu travailles avec les caméramans, tu travailles avec ceux qui sont au son, tu travailles avec le script, tu travailles avec les comédiens et tout, ceux qui sont les lecteurs, tous ceux qui sont sur le plateau. En tout cas, tu travailles avec eux. Et tu as la responsabilité du film, mais tu as la responsabilité aussi de toute l'équipe. Donc, tu dois veiller à ce que tout le monde soit à l'aise. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a tel problème? Être à l'écoute. Parce que tu peux avoir ton idée, mais quelqu'un aussi peut avoir une lecture, une autre vision qui veut compléter avec toi pour arranger ou pour améliorer. Si tu ne peux pas écouter ou si tu ne veux pas écouter, mais tant pis, tu n'es pas obligé. Voilà, tant pis pour toi. Mais vraiment, c'est une école, c'est une fraternité, c'est une famille. D'accord. Et aujourd'hui, quelle place la femme occupe dans le cinéma? Elle occupe la place qui est la sienne. Elle occupe la place qu'un homme doit occuper. À ce propos, quand moi je travaillais avec le FESPACO et la FEPACI, le constat que j'ai fait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le cinéma. Oui. J'ai dit beaucoup de femmes, je veux dire beaucoup de femmes derrière la caméra, comme réalisatrice, comme monteur, comme productrice, comme tout, sauf parce qu'il y avait des comédiennes. Et c'était mal vu, c'était pas bien accepté, c'était une question de tendance, c'était une question de mode, c'était une question de période, et l'image de la femme comédienne n'était pas du tout réduisante. Et ça pouvait suivre la personne même dans la vie sociale. Et moi, j'ai plaidé pendant longtemps qu'on rende quand même hommage aux femmes qui sont dans le cinéma, des femmes qui font le cinéma, qu'elles soient beaucoup plus invitées, qu'elles soient beaucoup plus visibles, et que si on dit que la femme doit faire du cinéma, que d'autres femmes voient qu'il y en a qui font pour qu'elles donnent envie et qu'elles viennent au cinéma. Et puis, donc, dans cette dynamique-là, effectivement, de plus en plus, le FESPACO essayait de voir en collaboration avec la FEPACI où étaient des femmes cinéastes, dans quel pays elles se trouvaient et qui on pouvait inviter. À l'époque, on n'invitait que celles qui étaient soit comédiennes ou si tu es réalisatrice, c'est sûr et certain qu'on allait t'inviter. Et dans cette progression, il y a eu une oreille attentive et en 1991, le FESPACO a accepté d'organiser un colloque pour rendre hommage à la femme professionnelle du cinéma. On disait la femme professionnelle du cinéma à l'époque. Et ce colloque a eu lieu, il y a eu des femmes de presque tout le continent. Et on a fait donc ce colloque-là, on a essayé de faire un état des lieux pour savoir qui vit quoi dans son pays, dans sa région et ainsi de suite. On a vu que à peu près les mêmes, sauf la Tunisie, qui n'avait pas de problème en réalité de reconnaissance ou de ségrégation sexuelle, voilà, sauf la Tunisie qui nous, voilà. Mais sinon, tous les autres, parce que les États même n'accordaient pas de l'importance à la production, à part le Burkina Faso qui faisait un effort et qui fait que le Burkina, Ouagadougou est devenu la capitale du cinéma africain. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, bon, et si on unissait nos forces pour être quand même une fêtière, pour être un répondant, pour voir comment est-ce qu'on peut booster la carrière des femmes dans les différents pays.
Et on a décidé comme ça de mettre sur pied ce qui va s'appeler plus tard l'UPAFI, l'Union panafricaine des femmes professionnelles de l'image. Et pour laquelle j'ai été donc votée, acceptée, proposée comme coordonnatrice. Au niveau du Burkina Faso, nous avons travaillé à créer l'UNAFIB, qui est l'Union nationale des femmes de l'image du Burkina Faso. L'objectif donc de l'UPAFI était de créer dans chaque pays une structure nationale de femmes cinéastes. On a dit femmes de l'image parce qu'on n'a pas voulu que ce soit seulement des cinéastes. Dans l'image, là, il y a toutes celles qui travaillent avec le support image. Oui. Mais il faut que les femmes là travaillent à ce que leur pays leur accorde une attention particulière et les moyens de fonctionner. Et au niveau de l'UPAFI, on a pu mettre donc la structure du Ouaga en place, la structure du Mali en place, la structure du Gabon en place, la structure du Zimbabwe en place, la structure du Cameroun en place, de l'Afrique du Sud. Oui. Bon. Mais chacune fonctionne individuellement. Mais nous n'avons pas pu. Notre ambition était de profiter chaque fois qu'il y a quelque chose dans un pays, de saisir cette tribune-là et de parler aux autorités. Voilà, en fait, sur le terrain, ce qu'on a fait. Et j'ai voulu, à un moment donné aussi, qu'on crée, à l'image du festival du film d'Amiens en France, qu'on crée un festival de films africains au Burkina. J'ai eu à approcher des gens en parlant de l'idée, mais je n'ai pas eu de soutien, je n'ai pas eu de retour. Et c'est par un 8 mars, comme ça, j'étais dans le comité d'organisation au niveau du ministère de la promotion de la femme. J'ai donc, avant ce 8 mars-là, j'ouvre une parenthèse que j'étais à Dakar, quand j'ai pris une disponibilité pour rapprochement de conjoints, quand le Beijing, la réunion préparatoire de Beijing de 94 se préparait, j'ai pris une part active dans ce comité d'organisation. Et j'ai proposé que les femmes du cinéma aient une place et une vision pour qu'on sache qu'on peut être le porte-voix de la conférence de Beijing là, dans tout le monde entier. Si les femmes cinéastes les femmes de l'image sont impliquées, elles peuvent faire des productions et nous, on profiterait donc de faire une projection de films de femmes parce que ça existe avec la cinémathèque qui existait au Burkina. L'idée a été acceptée et vraiment même plébiscitée. Et donc, j'ai pu faire modifier et prendre en compte l'aspect de la femme de l'image là dans le document final des femmes de Beijing. Mais tout ça, ce sont des idées, des intentions, mais ça n'a pas été suivi d'effet puisque voilà, les présidents, je peux dire les gouvernants, ont leurs priorités. Le cinéma, ce n'est pas une priorité comme ça. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas pu être sensibilisés, ils n'ont pas eu l'occasion de discuter, de comprendre pour dire qu'ils pouvaient faire quelque chose pour les femmes dans ce domaine-là. D'accord. Quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit des femmes réalisatrices pour terminer? Nous avons des réalisatrices de renom, des réalisatrices capables, que ce soit au Burkina ou ailleurs. Ce que je peux dire, c'est qu'elles restent elles-mêmes et qu'elles aient confiance en elles, qu'elles ne soient pas complexées, qu'elles ne veuillent pas copier. Parce que quelque chose aussi qui est un problème ici, c'est que avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons traversé, et le brassage avec d'autres cultures fait que nous ne nous assumons pas en tant que. On veut toujours faire comme. Et parfois, ça nous pose des problèmes. Moi, j'aimerais que les mêmes problèmes peuvent être traités comme ailleurs, mais qu'on les traite avec notre regard, sans complexe, sans complaisance, sans gêne, et que les gens nous respectent
autant que nous sommes dans ce que nous sommes, puisque si c'est intellectuellement, les gens ne sont pas supérieurs à nous. Maintenant, nous avons le flambeau à passer, nous avons une éducation à donner, nous avons des valeurs à faire passer. Encore faut-il que nous-mêmes, nous soyons conscientes de ces valeurs-là, que nous les acceptions, que nous les valorisions et que nous puissions faire en sorte que demain, les jeunes peuvent partir de ces valeurs-là et puis bâtir autre chose en plus de ce qu'on leur a appris. D'accord. Alors, merci beaucoup, Madame Ouedraogo, pour ce partage et la contribution. Alors, c'est la fin de cette première partie de notre émission. Merci beaucoup. Alors, vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Fadima Web TV, les racines de l'actu.